Il est relativement méconnu parmi les grands solistes internationaux, mais reste cependant l'un des violonistes les plus importants de son pays. Il reste un exemple de virtuosité sans effort pour bon nombre de ses contemporains. Considéré par certains comme le Jascha Heifetz de notre temps, qui est-il réellement? Et que peut-on apprendre de sa technique atypique? C'est le format de cette vidéo. James Ennis est né à Brandon, au Canada, en 1976. Issu de parents eux-mêmes artistes, son père trompettiste et sa mère danseuse, il a naturellement commencé le violon dès l'âge de 4 ans. Rapidement, il part étudier aux États-Unis à la Juilliard School avant de débuter sa carrière de soliste dès ses 13 ans. Jusque-là, son parcours ressemble à bon nombre de jeunes talents désireux de devenir des solistes internationaux au plus tôt. Pourtant, chez James Ennis, il y a quelque chose de différent par rapport à ses autres solistes, comme une espèce de détachement par rapport à sa carrière. Dans bon nombre de vidéos, il apparaît assez détendu, presque comme s'il était chez lui ou avec des amis. Affichant ainsi sa simplicité et son accessibilité. Il veut rester comme tout le monde et ne semble pas se prendre trop au sérieux. Okay, let's go get some beer. Il n'y a aucune mise en scène spectaculaire pour en mettre plein les yeux, mais une grande sobriété dans sa manière d'être et de jouer. Mais est-il si différent de bon nombre de ses contemporains? Ce que j'admire beaucoup chez James Ennis, c'est son legato. Tout est si habilement équilibré et contrôlé que son son en est particulièrement lisse, avec une grande douceur et une grande rondeur. Quand on l'écoute, on a l'impression de toucher du velours. Plutôt nous disions qu'il avait été comparé par certains comme le Jascha Heifetz contemporain. Et même si je trouve la sonorité de James Ennis plus chaleureuse que celle de Heifetz, ils ont en commun d'avoir leurs mains inclinées vers l'index et leur auriculaire particulièrement droit. Cependant, James Ennis a une tenue plus à l'américaine avec les doigts espacés. Et non collé à la russe. Ce qui lui permet de jouer avec le même confort, que ce soit à la pointe ou au talon. Contrairement à Heifetz qui joue majoritairement à la moitié supérieure de son archet. Une autre chose qu'ils ont en commun, c'est que ni Jascha Heifetz ni James Ennis ne quittent leur point de contact des yeux. C'est peut-être leurs mains qui le regardent, en tout cas, ils ont toujours le nez vraiment face aux manches. Sans aller jusqu'à loucher pour autant, ça leur permet de vraiment contrôler ce point de contact, et c'est quelque chose qu'ils ont vraiment en commun, d'avoir un point de contact extrêmement stable. Là où d'autres ferment les yeux et se contentent d'écouter pour vraiment ressentir les choses et gérer ce point de contact à l'oreille seulement. Et
comme on vient de le voir, les deux fonctionnent très bien. Donc il n'y a pas vraiment à se dire qu'il faut regarder ou qu'il ne faut pas regarder. Je pense que c'est bien d'essayer les deux et de voir ce qui vous correspond. On remarque également le poignet particulièrement haut de James Ennis, qui ne va pas aussi loin que Leonidas Kavakos. Mais qui malgré tout garde son poignet quand même relativement haut, même au talon. Contrairement à la plupart des violonistes américains. Alors oui, il est canadien et non américain, mais il a essentiellement étudié aux États-Unis et a été imprégné de cette tradition. J'ai d'ailleurs fait une vidéo comparative entre l'école américaine et l'école russe. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. On note également que son coude reste dans l'alignement de son avant-bras. Si bien qu'au milieu de l'archet, ça forme un beau carré, avec 4 angles droits, et tout dans un même plan. Même si on joue vite, le bras reste toujours dans un même plan. On fait pas de... où là on sent que le coude reste en bas. C'est un ensemble. C'est vraiment l'ensemble du bras qui accompagne. Pour avoir vraiment basculé avant même d'avoir changé de corde. Donc on anticipe toujours, c'est pas en bloc. Après on transfère le poids progressivement. Tout ça, plus on va vite et moins ça se voit. Et plus ça doit devenir vraiment... on doit le ressentir parce que si on a besoin de réfléchir à ça, ça va être trop de choses à réfléchir, on va pas pouvoir jouer vite. Il faut vraiment, progressivement, on se rend compte que c'est vraiment cette rotation au niveau de l'omoplate qui permet le basculement du bras avec le transfert de poids, qui permet ces changements de corde. Évidemment, si on change de corde juste rapidement, on n'a pas le temps de tout bouger. On n'a pas le temps de faire ce basculement. Donc c'est vraiment très subtil. On bouge à peine, ça se voit pas, mais on bouge. Ce qui permet d'avoir le coude aligné pour améliorer notre sonorité et jouer avec plus de confort, en ayant le coude dans l'axe. Parce qu'à force de jouer pas dans l'axe, on finit par se blesser. Parce qu'on peut très bien jouer et se blesser malgré tout si on ne respecte pas les lois de l'anatomie humaine. D'ailleurs, si vous êtes vous-même violoniste, je vous propose un extrait de ma formation vidéo, Les mystères de l'archet, pour aller plus en détail dans le rôle de chaque doigt sur l'archet. Le lien est dans le descriptif. Concernant la main gauche de James Ennis, je crois que c'est l'une des mains gauches les plus exceptionnelles que je n'ai jamais vues. Elle est si stable et si précise, si souple et si rapide, qu'il semble toujours jouer avec un minimum d'effort et un maximum d'efficacité. On remarque également qu'il a son coude quand même très à gauche, contrairement à beaucoup de violonistes qui l'ont plutôt à droite. Et en fait, le fait d'avoir le coude gauche à droite, ça fait qu'on est obligé d'avancer l'épaule. C'est quelque chose d'anatomie, on parlait des lois de l'anatomie humaine, c'est quelque chose d'obligatoire, on ne peut pas reculer l'épaule si on avance le coude. Alors que si on met vers le bas ou même légèrement à gauche, là ça libère beaucoup, donc ça lui permet en fait d'avoir beaucoup de liberté et de ne pas avoir son épaule qui avance, parce que ça crée beaucoup de tension dans les épaules et donc dans le dos. Et donc le fait d'avoir son coude qui pend ou légèrement même à gauche, ce qui est quand même assez rare chez les violonistes, ça lui permet vraiment d'une grande liberté et de démancher parfaitement rectiligne, sans avoir besoin d'aller chercher, parce qu'il faut contourner, mais en fait c'est une autre technique, le fait de se reposer sur la paume de l'index, parce qu'on remarque également que son pouce est quand même assez haut. Et du fait que son coude est quand même assez à gauche, ça fait que son pouce est quand même assez haut, parce que si on fait ça, ça baisse le pouce, si on fait ça, ça le monte, donc c'est le coude qui est quand même responsable. Après bon, c'est même pas une question de savoir si le manche est haut ou bas dans la main, mais le fait que le pouce est plus ou moins haut. Et ça libère donc le pouce qui est beaucoup plus libre. Et en fait, le manche repose non plus sur le pouce, où là il est plus libre, et en plus ça crée beaucoup de tension, mais sur l'index. Après évidemment ça bouge, hein, c'est pas l'un ou l'autre uniquement, exclusivement, mais disons que majoritairement il joue plutôt sur la paume de son index que sur le pouce. Et il n'est pas le seul, bien sûr, à faire ce genre de choses. Et en fait, cette façon de jouer, ça libère beaucoup le pouce. Et comme le disait l'un de nos professeurs, le rôle du pouce, c'est en fait de ne pas nous déranger. Et donc,
si on est trop sur le pouce, finalement le pouce c'est un peu un obstacle. Alors que là, c'est quelque chose qui équilibre la main. Évidemment, il n'est pas inutile. Et parfois on l'utilise. Si on va dans les hauteurs, encore une fois, après, des fois on bascule d'un côté à l'autre. Évidemment, on ne peut pas monter jusque là en étant sur l'index, puisque l'index est en l'air. Mais disons que autant que possible, on essaie de favoriser l'index par rapport au pouce, ce qui libère le pouce, et surtout, ce qui permet de rapprocher les doigts des cordes en ayant la main plus basse. Parce que plus on a la main haute, et plus les doigts sont distants. Ce qui nous amène au point aussi que la main de James Ennis, ou d'autres comme Isaac Perlman, qu'on vient de voir, sont vraiment très proches des cordes. Et les doigts sont très ronds. C'est pas en arrière où il faut faire un chemin très long, les doigts sont déjà au-dessus des cordes, juste au-dessus de leur emplacement, il n'y a plus qu'à les faire tomber. Et donc ça leur permet des doigts extrêmement rapides et efficaces, très agiles. Ce qui ne serait pas le cas si leur main était beaucoup plus haute, si leurs doigts étaient beaucoup plus en retrait. Donc le fait d'avoir vraiment les doigts près des cordes et les doigts vraiment très ronds et au-dessus de leur emplacement, je conseille toujours d'avoir le quatrième doigt au-dessus de la corde où repose l'archet. Donc si on joue sur la corde de Ré, essayez de garder autant que possible le quatrième doigt au-dessus de la corde de Ré, même si on ne le joue pas. Comme ça équilibre la main. Et en plus, si on le joue, comme ça, il est prêt à tomber au bon endroit, sans avoir besoin de faire des allées et venues inutiles. Mais comment arrive-t-il à une telle perfection dans son jeu? Est-il juste travailleur, talentueux, ou un peu des deux? Ou est-ce le sirop d'érable canadien qu'il a consommé dès son enfance qui a rendu son jeu si tendre et si parfumé? Disons que James Ennis a une façon de travailler qui est assez atypique, qui va souvent à l'encontre de tout ce qu'on entend dans les conservatoires traditionnels. Il disait lui-même « Je ne travaille jamais de gamme ou d'arpège, je développe ma technique en travaillant le répertoire ». Car pour lui, les œuvres du répertoire couvrent déjà tous les défis techniques, donc inutile de les travailler séparément. Pour lui, c'est un tout. Le programme, la musique, le phrasé, parce que des études et des gammes, c'est souvent pas très musical, et justement ça va à l'encontre de notre musicalité, parce qu'on s'habitue à faire des choses presque, j'ai pas envie de dire mécaniques, mais c'est vraiment, on est focalisé sur juste connecter les sons, faire quelque chose de très homogène, tous ces défis techniques, il y en a beaucoup, et finalement on en oublie presque pourquoi on fait tout ça. Il disait également, quand vous pratiquez et réalisez que vous n'écoutez plus vraiment, arrêtez-vous et reprenez à l'endroit où vous savez que vous étiez à l'écoute. Si vous accomplirez plus en 1 heure de travail qu'en 1 semaine dispersée. Il a une approche très saine de la pratique et évite de travailler trop longtemps pour, dit-il, garder sa fraîcheur d'esprit. To say, I'm going to do this, I'm going to accomplish this, and however long it takes, Like I've got from 10 a.m. to noon, I'm just going to practice. Because what does that really mean? I mean, you can sit in front of the clock and say, okay, 10 minutes left, okay, 5 minutes left, you know, hack away. Ayant moi-même trop cherché à enchaîner des heures, j'aurais aimé entendre cela plus tôt. Car finalement, le fait d'avoir peu de temps nous pousse à être efficace. Et comme il le disait lui-même, le fait de simplement se dire qu'on va travailler X nombre d'heures fait que finalement on est presque plus concerné par le travail, par la quantité de travail, que par un résultat tangible qu'on cherche à obtenir. Donc le fait de se dire je dois accomplir telle chose et telle chose dans la journée, finalement on va être beaucoup plus poussé à être efficace, parce qu'on se dit une fois que j'ai fait ça et ça et ça et ça, je serai pas débarrassé parce que c'est pas censé être une corvée, mais disons que je pourrais passer à autre chose. Et peut-être qu'on va seulement y passer 1h30, alors que si on s'était dit je vais travailler 3 heures, on l'aurait fait, on aurait finalement gaspillé, consommé ces 3 heures, sans vraiment aller plus loin que ce qu'on aurait pu faire en 3 heures si on s'était pas dit ça. Donc le fait d'avoir un objectif plutôt qu'un nombre d'heures, et je le sais parce que j'ai fait l'erreur beaucoup étant plus jeune, et lui également comme il le disait, et il le dit quand on est étudiant et qu'on a toute la journée devant nous et que la seule responsabilité c'est de travailler notre violon, finalement on a vraiment le luxe de pouvoir se permettre de gaspiller du temps. Et comme vous le savez, si vous avez déjà vu d'autres vidéos, j'aime bien aussi parler du violon du violoniste. Et que dire de son violon? D'abord que ce n'est pas le sien, comme la plupart des solistes, c'est un prêt à durée limitée. Un Stradivarius de 1715, l'ex-Marsic, qui avait appartenu à David Oistrakh. Et comme je le dis souvent, c'est pas le violon qui fait le violoniste. Et avec James Ennis, c'est d'autant plus vrai, on a presque l'impression que c'est le violoniste qui fait le violon. I will start with the Peter Guarneri. This is the Marsic Stradivarius of 1715. Stradivarius also of 1715. But something that is truly mysterious to me is the difference
only part of the bow to actually make contact with the strings is the hair, which is replaced all the time. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a souvent, avec son même Stradivarius qu'on lui prête, on lui fait toujours des compliments en disant que ce violon est fait pour la musique italienne, ce violon est fait pour la musique allemande, qui montre bien qu'un excellent interprète peut aller chercher différentes choses au sein d'un même violon. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Avec un violon d'étude, James Elness sonnerait probablement beaucoup moins bien. Tous ces sujets sont passionnants et j'en parle tous les mercredis à mon audience. Et si vous voulez en profiter aussi pour recevoir ces courriers privés, rejoignez-nous en cliquant le lien dans la description. À mercredi.